Bonjour à tous. Voilà, donc je m'appelle Mélanie Rutten. Je viens donc vous parler une petite demi-heure donc de L'ombre de chacun, qui a été édité aux éditions Mémo en 2014. Il est paru en septembre 2014. Et donc L'ombre de chacun a été sélectionné au prix Fernand Baudin, et j'en suis très heureuse. Voilà, j'ai amené avec moi quelques petits carnets de croquis, de recherche, des originaux. Donc j'ai des petites choses à vous montrer. Et je vous propose pour cela, si vous avez envie de vous approcher un peu plus, parce que c'est des tout petites choses que je n'ai pas de PDF sous la main. Par ailleurs, si vous avez des questions, je vous en serai vraiment reconnaissante pour pouvoir animer la rencontre. Donc n'hésitez pas. Donc voilà, donc L'ombre de chacun est publié chez les éditions Mémo. C'est mon 5e livre qui est paru chez eux. Les éditions Mémo sont une toute petite, enfin pas si petite, on va dire une moyenne maison d'édition indépendante qui se trouve à Nantes en France et qui publie maintenant depuis 20 ans des livres essentiellement destinés à la jeunesse. Et pour moi c'est un grand plaisir de travailler avec eux. Et je suis très contente que le prix Fernand Baudin ait pu justement récompenser le graphiste, en l'occurrence Yves Mestralet, ainsi que l'imprimeur, parce que chez Mémo, il y a vraiment une exigence et un soin qui est apporté à toutes les étapes de la conception et de la fabrication du livre. Donc ce sont des livres... pour parler d'abord du graphiste, Yves Mestralet, c'est lui qui a donné, c'est un des deux créateurs de la maison d'édition, c'est lui qui donne son nom aux 2 premières lettres de la maison d'édition, donc Mé comme Mestralet. Mo vient de Christine Moreau, qui est donc la directrice artistique de cette collection. Voilà, donc moi j'en suis l'auteur et l'illustratrice, j'ai écrit les textes et fait les illustrations. Maintenant, j'ai cette grande chance donc de pouvoir travailler avec eux parce que ils vont vraiment avoir un travail extrêmement minutieux. Ils vont apporter un soin à toutes les étapes du livre, que ça soit au niveau du choix de la typographie. Donc, ils ont un choix en général, voilà, avec des caractères très sobres, bâtonnets. Voilà, une mise en page particulière, très aérée. Le choix du papier est vraiment leur marque de fabrique. En fait, ils utilisent un papier bouffant, assez épais, qui met bien en valeur le travail de l'artiste. La reliure est toujours cousue. Et voilà, il y a un travail de la couleur et de photogravure qui prennent vraiment très au sérieux. En fait, ils prennent beaucoup de temps pour travailler la couleur et notamment au niveau de l'impression avec l'imprimeur qui est tchèque, c'est la maison PB Tisk. Et c'est que c'est un côté qui revendique en fait. Il revendique ce côté un peu artisanal, cette manière de fabriquer les livres. Donc ils ont une petite production, ils produisent 20 livres par an, mais ils revendiquent ce temps-là, le temps de prendre qu'ils prennent pour faire de bons livres, et aussi ils revendiquent le fait de faire des livres qui durent. Et donc, dans leur catalogue, c'est une des rares maisons d'édition à en fait garder tous les livres qu'ils ont produits depuis 20 ans. Donc, les livres qui ont été édités il y a 20 ans, on les trouve encore au catalogue, ils sont encore réédités. Et donc, ils veulent faire des livres qui durent. Et voilà, dans le paysage actuel, c'est quelque chose de vraiment précieux, je trouve. Voilà, ils ont fêté leurs 20 ans cette année. Et ils sont mis à l'honneur à la bibliothèque municipale de Nantes. Ceci est le guide de l'exposition qui est en cours pour l'instant. Et il y a donc une page, ils ont pris en fait les quelques livres qui ont vraiment marqué fortement leur histoire éditoriale. Et il y a notamment donc une partie de l'exposition qui est consacrée à L'ombre de chacun et à toutes les étapes de recherche que j'ai pu mener pour faire ce livre. C'est un livre
ma carrière, à mon niveau, c'est un livre qui est important. C'est vraiment, c'est mon 5e livre édité avec eux. J'avais déjà publié 4 autres livres. C'est une tétralogie qui se base sur l'ordre des saisons. Le premier livre, c'est Mitsu, Un jour parfait, qui est paru donc chez eux, dont le personnage central est donc Mitsu, un personnage anthropomorphe, hein, entre le crocodile et l'humain, qui se passe en automne. Ensuite, j'ai écrit Oko, un thé en hiver, mais qui se passe en hiver, et dont le personnage principal est une grenouille. Mais en fait, tous les personnages s'entrecroisent et se retrouvent d'une narration à l'autre. Et donc ça fait une sorte, voilà, c'est pas vraiment une suite parce qu'on peut les lire de manière indépendante. Mais et donc pour ces livres-là, j'avais opté pour une technique de feutre et de crayon de couleur. Pour l'ombre de chacun, j'avais vraiment envie de me renouveler au niveau de la technique, aussi du format, mais aussi au niveau de la narration. Et donc pour celui-ci, j'ai travaillé avec de l'encre de Chine, donc finalement c'est une technique assez traditionnelle, donc c'est de la plume et de l'encre de Chine, donc des traits très définis pour les personnages. Ensuite, au niveau de la couleur, j'ai travaillé avec des pinceaux et du brode noix. Donc du brode noix, c'est un pigment tout à fait naturel auquel on peut rajouter d'autres pigments. Et j'utilise essentiellement les couleurs primaires, donc du bleu, du jaune et du rouge, pour coloriser. Alors, l'idée d'utiliser du brode noix, c'est parce que ça me faisait très peur d'avoir une palette de couleurs avec 25 couleurs. J'avais vraiment envie d'avoir très peu de couleurs pour pouvoir l'aborder petit à petit. Ensuite, comme c'est des poudres qui se mélangent à l'eau et que le pigment se dilue de façon assez aléatoire, ça donne des petits accidents de matière que j'aime bien utiliser dans mes illustrations. Par ailleurs, comme il y a une sorte d'uniformité au niveau des couleurs, le brode noix naturel, c'est la couleur du cerf ici. Donc tout est un peu dans les tons marrons. J'ai utilisé des encres, encore une fois rouge, jaune et bleu, pour vraiment venir rehausser les dessins et leur donner un peu plus de dynamisme. Et donc, l'ombre de chacun. Je vous lis juste la première page. C'est l'histoire d'un cerf inquiet, d'un petit lapin qui veut grandir, d'un soldat en guerre, d'un chat qui fait toujours le même rêve, d'un livre qui veut tout savoir et du nombre. Et donc voilà, c'est l'histoire de tous ces personnages qui vont s'entrecroiser. C'est une sorte de livre choral où au final ils vont tous se retrouver. C'est l'histoire principale d'un petit lapin qui a été recueilli par un cerf. Et tout ce livre, finalement, pour vous parler un peu de la jeunesse de ce livre, il s'est surtout basé sur une discussion qui est celle-ci. Donc avant d'écrire un livre, le plus souvent je me pose la question de ce que j'ai envie de dire, de ce que j'ai envie d'explorer en matière d'émotions ou de sentiments. Et quand je commence un livre, le plus souvent je commence avec une scène qui est centrale, qui en est le noyau, et puis je vais développer cette scène en amont ou la continuer. Et la scène centrale de ce livre, c'est la discussion entre ce petit lapin et le cerf, son papa. Et le petit lapin demande donc, c'est du vécu, hein, c'est le petit lapin qui demande à son papa s'ils seront toujours ensemble. Et le papa cerf répond que oui, bien sûr, on sera toujours ensemble, mais toujours, un jour tu grandiras. Mais on sera quand même ensemble, répond le petit lapin. Mais tu seras toujours dans mon cœur, lui répond son père. Ensuite, le petit lapin lui demande s'il va mourir. Et là, le cerf est obligé de lui répondre que oui, c'est normal, tout le monde meurt un jour. Et le petit lapin va avoir cette réaction-là. Il me dit, alors on ne sera pas toujours ensemble. Et si c'est comme ça, je vais grandir. Je décide de grandir d'un coup. Et donc, il répond à la colère et il s'en va. Il quitte son papa cerf avec des compagnons de route et il décide de grandir et que
pour eux, une des preuves pour devenir qu'on est grand, c'est de savoir grimper un volcan. Volcans qui vont avoir beaucoup de mal à grimper, on n'y arrivera jamais, 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 jamais. Et finalement, voilà, ils y arrivent. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Voilà, je vais vous montrer mes petits carnets, parce que je les ai amenés. Premier petit carnet, c'est un carnet avec des lignes. Et donc, c'est une étape qui peut me prendre plusieurs mois. C'est vraiment l'étape dans laquelle je vais noter de toutes petites idées. Donc, bon, vous voyez peut-être pas, mais il y a à chaque fois une petite croix, un petit tiret. Donc, c'est vraiment une collection de toutes petites envies littéraires ou graphiques. Tiens, j'ai envie de dessiner un volcan qui explose, ou j'ai envie de parler de la peur de l'abandon. Donc je collecte toutes sortes de petites envies, de petites idées qui ne sont pas particulièrement en lien entre elles, mais qui sont en lien la plupart du temps avec ce que je vis aussi au plus profond. Une fois que j'ai une sorte de matière brute, je vais m'atteler à me demander, à savoir qui va vivre ces aventures, qui va vivre ces émotions. Et donc, je fais une sorte d'étude de personnage. Et donc, ce carnet-là, je ne l'ai pas parce qu'il est exposé pour l'instant à Nantes. Mais j'ai ici, par exemple, toute une série d'études au broc de noix. Donc ça, ce sont vraiment les 3 couleurs avec lesquelles j'ai travaillé, le bleu, le rouge et le jaune. Et donc, je travaille des silhouettes d'animaux. Donc, on reconnaît l'ours, qui est en fait l'ombre, le cerf, le chat. Et pour ceci, je me base, en général, je regarde beaucoup de photos. Je regarde des photos parce que je rencontre rarement des ours et des cerfs. J'ai un chat par contre, mais voilà. Et je les dessine de manière assez réaliste, juste pour essayer de capter, qu'est-ce qui fait qu'un chat est un chat, qui fait qu'un ours est un ours. Et puis moi je dois beaucoup m'entraîner, hein, je dessine pas naturellement bien, donc vraiment je m'entraîne. Et ensuite, ces personnages, au fur et à mesure de dessin, ils vont s'épaissir, ils vont prendre leur personnalité, ils vont devenir mes personnages. Donc ça, c'est une étape de travail, mais je n'étudie pas que des personnages, je m'entraîne aussi beaucoup, puisque là, c'était une nouvelle technique que j'explorais, à faire toutes sortes de feuillages, d'arbres et de feuilles, de paysages. Je suis assez maniaque, donc je range tout très très bien. Donc ici, c'est les arbres, là, c'est les buissons. Donc, le prochain livre, qui sera la suite de l'ombre de chacun, et qui tourne autour du personnage de l'ours, va se passer beaucoup dans la rivière. Donc voici plein d'éléments végétaux, plutôt aquatiques. Je vais chercher encore. Puis des études juste pour le plaisir des motifs et de la couleur, des forêts. Alors ça, c'est un moment mais que j'aime beaucoup, en fait. Je pense que je pourrais ne faire que ça, faire que des petites études et des petites recherches de couleurs. Et puis à un moment donné, il faut bien se lancer et synthétiser un peu tout ça. Et voilà. Mais donc, quand j'ai mes petites idées, que j'ai mes petits personnages, que je manie un peu bien mes pinceaux, mes couleurs, et que je vois où j'ai envie d'aller, eh bien, là, je peux commencer à travailler mes dessins. Et je vais tout d'abord faire des croquis sur papier avec un crayon. Ensuite, je vais reporter ce dessin sur ma feuille avec une table lumineuse, l'ancrer et la coloriser avec mes pinceaux
et mes peintures. Ici, ce sont toutes les étapes du manuscrit. Donc par rapport, donc c'est les premières notes et ensuite, mais je garde tout aussi. Hein, ensuite, donc ça, ce sont les différents manuscrits qui ont été retravaillés. Et en fait, l'écriture et le dessin, j'ai tendance à les travailler parallèlement. Donc je vais, quand je dessine, que je m'imprègne vraiment de la situation, ben, en général, ben, j'écris des petites notes, j'écris des petites phrases à côté. Parallèlement, quand j'écris, j'ai des images aussi visuelles qui me viennent et donc je les note. Et le plus souvent, ben, je pars de cette petite scène centrale, mais je ne sais pas vraiment comment va se terminer le livre. Et c'est vraiment au fur et à mesure que les scènes se dessinent et s'écrivent et que les personnages prennent de l'épaisseur et de l'ampleur, ils vont m'emmener naturellement vers cette fin. Et donc c'est vraiment un travail en parallèle, l'écriture et le dessin. Et je pense que au final, c'est ce qui m'amuse le plus. Bon, j'aime beaucoup dessiner, j'aime bien écrire, mais je pense que ce que m'offre comme possibilité et l'album jeunesse, c'est justement toute cette liberté qui existe en fait entre le dessin et le texte. Donc l'album jeunesse est un formidable terrain d'exploration justement en ce qui concerne le rapport texte-image. Donc j'aime laisser en fait un espace d'interprétation entre le texte et l'image. Et cet espace d'interprétation, c'est une liberté en fait pour le lecteur de pouvoir donner lui-même un sens, de pouvoir faire sa propre histoire dans l'histoire. Et c'est ce qui me plaît le plus. En fait, je laisse beaucoup de zones d'ombre. Je trouve que j'aime que les livres pour enfants laissent des zones de secret et de mystère, parce que d'abord, voilà, la vie est comme ça, on n'a pas de réponse à tout, mais qu'ils puissent aussi trouver eux-mêmes des réponses à ces questions. Et donc, j'aime bien laisser ces petites énigmes, et je pense que c'est le plus touchant dans mon métier quand j'ai un retour, puisque je rencontre quand même beaucoup mes lecteurs au travers d'ateliers, de rencontres. Ils me posent souvent la question, mais pourquoi est-ce que le petit lapin a été abandonné? Et ça, par exemple, ça n'est pas expliqué. Mon prochain livre en parle. Et alors là, je retourne la question et j'ai souvent des réponses très très multiples, et ça, je trouve que c'est magnifique qu'un enfant ait pu se projeter comme ça dans l'histoire. Donc je pense que c'est là que je prends le plus de plaisir. C'est vraiment d'articuler le texte à l'image, et puis aussi de vraiment trouver, puisqu'à chaque nouvelle double page, en fait, dans un album, on peut tout réinventer. On peut imaginer un dessin quasi pleine page ou en vignette, alterner ensuite avec une double page, parce que tout doit s'envisager vraiment à l'échelle de la double page. Mais voilà, à chaque fois, ça peut être un langage différent. Ici, ce sont donc des petites vignettes qui vont scander le récit. Ici aussi, je suis assez fan des vignettes. Voilà, des moments plus importants, ou des moments où j'ai envie donc de laisser un temps de répit, un temps de pause. Ben, je vais faire une page entière pour installer l'instant. Et puis voilà, il y a d'autres moments qui peuvent s'étirer sur une double page, et voilà, et ça, c'est vraiment un jeu, un plaisir de pouvoir réinventer ce langage-là à chaque fois. Alors j'ai amené des originaux. Je ne sais pas si on va pouvoir... vous allez pouvoir les voir. En plus, c'est un peu brillant, mais je vais les sortir. Donc voici quelques originaux, donc de l'ombre de chacun. Ils sont quasi au même format du livre, donc je travaille au rapport 1-1. Je vais en sortir un, si vous voulez, pour qu'on voit...
Je vais sortir celui-là, c'est la page des peurs. Donc voilà, c'est vraiment quasi le même format. Et au niveau de l'impression, c'est là qu'on voit qu'il y a un réel, il y a vraiment un très très beau travail, quoi. Il y a une fidélité aux couleurs et au contraste qui est assez incroyable, quoi. Le plus souvent, on peut être très déçu hein, quand on passe d'un original à l'impression. Et dans ce cas-ci, je suis vraiment contente du travail qu'ils ont fait autour des originaux. Voilà, le reste, c'est des autres livres. Est-ce que vous auriez quelques petites questions pour m'aider à... Oh, mais ça va, j'ai bien parlé quand même. Oui, très bien. Moi, j'ai déjà une première question. C'est assez frappant, en fait, en voyant les originaux, étant donné qu'il n'y a que l'image et pas encore le texte. Comment se fait ce travail-là de prévoir assez d'espace, ou en tout cas, disons, de prévoir en creux l'espace du texte? Mais au moment où je dessine l'illustration, je sais déjà plus ou moins, en tout cas, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que j'ai envie de dire. Et j'ai une idée quand même assez précise du texte que j'ai envie de mettre. Donc je dessine en laissant toujours du blanc, puisque je sais qu'ici, par exemple, chaque vignette va être accompagnée d'une petite phrase. Et donc le plus souvent, je calcule assez bien mon coût. Parfois, ça arrive qu'il y ait trop de texte pour une image et voilà, bon, dans ce cas-là, je suis obligée de le réduire, mais le plus souvent, j'ai une idée voilà, qui correspond assez bien, donc je laisse assez de place. Ce qui se passe aussi avec le texte, c'est que j'écris tout en dessinant, et au fur et à mesure, donc le texte se construit petit à petit, mais après, autant en illustration, elle peut être juste et forte dès le premier jet ou pas, ou ratée tout de suite, mais le plus souvent, il y a une fulgurance dans le dessin que j'ai pas dans l'écriture. En tout cas, l'écriture, elle me demande beaucoup, énormément de travail. Donc, je mets énormément de choses dans mes petites idées de départ, très certainement, mais même dans le premier jet d'écriture. Et là, je vais avoir, une fois que toutes les illustrations sont faites, bah, je fais un faux livre. Alors, donc j'imprime mes dessins, je fais des simples photocopies couleurs, et puis je les rassemble avec du papier collant, hein, donc c'est une petite maquette sur laquelle je mets le texte, et puis cette petite maquette, j'aime bien travailler seule, j'aime pas trop avoir de regard sur ce que je fais parce que voilà, je suis pas du tout sûre de ce que je fais. Mais une fois que j'ai cette maquette, en fait, je la lis à mes enfants, et là, c'est un public implacable, hein, donc je vois tout de suite quand ils s'ennuient, quand ils comprennent pas, quand c'est trop long. Et donc, je vais vraiment élaguer, essayer d'enlever un maximum de matière au niveau du texte pour arriver à trouver le message d'abord essentiel, puis le mot très juste. Pour moi, c'est vraiment important d'arriver à quelque chose de simple, mais de juste par rapport au texte. Est-ce que quelqu'un a une question ? Sinon, moi, j'en ai une autre. Ah, tu en as ? Et après, quand vous avez votre faux livre, vous allez à la maison d'édition. Ça se passe comment avec les graphistes? Vous travaillez ensemble ou vous les laissez? Ah oui. En fait, maintenant on se connaît bien parce que c'est le 5e livre, donc on a une méthode de travail. Ils aiment bien recevoir des images au fur et à mesure. Et ils me font une maquette.
Et au niveau du texte, j'ai quelqu'un qui s'appelle Laure Bonnereau, qui va vraiment m'aider aussi à retravailler ce texte. Bon, ça se passe bien parce qu'elle est très respectueuse de ce que j'ai envie de dire, de mon style et tout ça, mais en même temps, elle a ce regard extérieur qui est parfois nécessaire quand on est totalement le nez dans son histoire. Par contre, pour ce qui est du graphisme, et ça avait été un tout petit peu dur la première fois, donc pour mon premier livre, j'avais livré, en fait, toutes les images étaient faites et le texte était fait, il voulait bien l'éditer, donc j'aurais confié texte et images, et puis j'ai reçu le bon à tirer, donc la maquette que je devais voilà, confirmer. Et là, voilà, il a une manière parfois de décaler les phrases, de faire des déséquilibres qui me choquaient parce qu'il n'a pas une mise en page très classique en fait. Et au final, j'ai appris vraiment à apprécier ce langage-là, mais c'est son métier en fait, c'est pas du tout le mien. Et donc, en général, je lui fais vraiment confiance. Et donc, et puis moi, j'ai pas les moyens en fait de faire ça. Je suis pas graphiste et je ne m'y connais pas en mise en page. Donc, je ne dis rien. D'ailleurs, j'ai pas vraiment mon mot à dire. En fait, en général, je me laisse 3 jokers. Je me dis, allez, je peux dire 3 choses. Et puis, le plus souvent, c'est plutôt au niveau du sens. Quand il y a une phrase qui est mal mise par rapport à une image, bon, ça c'est normal, quoi. Il faut réadapter. Maintenant, pour les qualités esthétiques et tout ça, c'est vraiment son métier, mais ça se passe bien. Ce qui est assez intéressant dans le livre, c'est aussi qu'il y a un livre comme personnage, et c'est un livre qui a envie de tout savoir, qui veut tout savoir. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu ? Oui, donc il y a un personnage qui est apparu, c'est un peu... bon, il y a des personnages animaliers, il y a aussi le petit soldat qui est en colère, qui en fait s'avère être une petite fille, et puis il y a un objet qui est le livre, et ce livre, effectivement, il est très curieux, il a envie de tout savoir, parce qu'en fait il est très inquiet aussi, et donc ça le rassure de tout savoir. Et en fait, c'est un personnage totalement secondaire dans l'histoire. Il est juste là sur 2-3 scènes, mais c'est un personnage que je vais développer dans le prochain album et qui sera en lien avec l'ours. J'aime beaucoup cette mise en abîme du livre dans le livre parce que ça me permet aussi de parler comme ça, de manière très légère aussi de ce que la littérature, le livre peut nous amener en fait dans la vie. Et dans le prochain livre, ce livre qui se protège beaucoup avec un parapluie, il va s'envoler et il va perdre une page, il va perdre sa première page et le livre va tout le long de l'album chercher en fait sa première page pour au final la réécrire et l'inventer, puisque c'est un livre qui va questionner les origines et la naissance. Donc, voilà. Il y aura peut-être un livre sur le livre, si c'est pas trop compliqué. Ouais. Donc un livre sur le livre édité par Mémo ? Oui. Okay. Oui. Par rapport à l'ombre de chacun, il y a 4 autres livres qui seront... il y a deux livres qui vont expliquer ce qui s'est passé avant l'ombre et 2 autres qui se passent après l'ombre. Donc ça va être une sorte de symphonie comme ça, une suite de 4-5 albums. Est-ce que quelqu'un a encore une question ? Moi, je voudrais juste dire une dernière chose. Je trouve que c'est super intéressant que quelque chose qui est à l'origine du livre ou d'un travail, que la scène qu'on appelle centrale, se trouve en fait au milieu et pas au début. Et là, pareil, que la suite du livre se passe en fait parfois avant, mais aussi après. Et je trouve que c'est assez intéressant par rapport à la narration, à ce qu'on pourrait imaginer de très linéaire et du début à la fin, de gauche à droite. Et bon, c'est pas vraiment une question, mais oui. C'est quelque chose qui me frappe là et que je trouve vraiment intéressante aussi dans cette idée de série, de continuité, de faire plusieurs livres qui font partie du même ensemble et qui permettent du coup aussi apparemment un retour du public et peut-être même une influence des lecteurs comme tu le disais plus tôt, qui parfois suggèrent des choses et qui pourraient être réintégrées ensuite éventuellement.
Oui, on me fait des propositions parfois très concrètes. Mais c'est vrai que pour la première tétralogie, c'était la même idée aussi, en fait. Tous les livres s'interpénètrent, en fait. Et je pense que ça part simplement du fait que j'aime pas que les histoires se terminent. Donc, comme les films, comme les livres, j'aime pas arriver à la fin d'un livre, j'aime pas arriver à la fin d'un film. Donc, j'aime pas clôturer une histoire et j'aime bien qu'elle puisse continuer dans la tête des lecteurs, mais aussi avec mes livres. Et j'aime bien que ça soit ouvert, que ça soit une porte ouverte plus que quelque chose de fermé. Super. Eh ben, merci beaucoup. Et ce qu'on peut faire, c'est s'approcher, j'imagine, et regarder un peu plus en détail, étant donné qu'on a tous ces trésors et ces je vais les origines. mettre là devant. Super, merci.